Je suis ravi de vous retrouver. Donc pour certaines et certains, j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Le but de la conférence, je crois que c'est plutôt de répondre à votre demande plutôt que de vous faire un cours, puisque vous êtes quasiment tous déjà à la fac à recevoir des cours, donc ça ne servira à rien. Donc moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous donner, j'ai listé 5 conseils ou 5 petites choses qui pourraient vous aider vers la magistrature, et puis qu'on réserve surtout une part importante à l'échange et plutôt répondre à vos questions. Est-ce que ça vous va? Oui. Alors d'habitude, quand je fais des cours, parce que j'interviens beaucoup en fac, en préparation ANM, je donne la parole à tout le monde pour que chacun dise un petit peu où il en est dans son parcours. Là, si on fait ça, j'ai peur qu'on passe beaucoup de temps, donc je vous prie de m'en excuser. Mais quand vous posez une question, ce que je vous propose, c'est quand même de juste dire en quelques mots où vous en êtes, voilà, pour que ça m'aide un petit peu à vous répondre. La magistrature, donc, vous savez à peu près toutes et tous, je pense, ce qu'est la magistrature. Est-ce que quelqu'un se demande? C'est possible, non? Donc vous savez que dans la magistrature, on est soit du côté du siège, soit du côté du parquet, qu'on est tous formés dans une même école qui est l'École nationale de la magistrature, qui se situe à Bordeaux, et que pour intégrer l'École nationale de la magistrature, il y a des voies par concours et des voies hors concours. Alors je ne vais pas vous faire la présentation de tout ça parce que c'est sur le site de l'ENM. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que en ce moment, quand on parle de la magistrature, on parle beaucoup des difficultés de la magistrature qui sont réelles. Il n'y a pas de doute. Si autant de magistrats se sont prononcés pour en parler, c'est vraiment une réalité. Mais ça n'empêche pas le fait que le métier est un métier de passion. C'est d'ailleurs pour ça que ça tient. Si vous êtes intéressé, que vous découvrez par des stages notamment que ça pourrait correspondre à vos attentes, moi ce que j'ai à vous dire sur ce que j'ai vécu, c'est que ça remplit complètement ce que je souhaitais. J'expliquais juste avant que quand je me lève le matin et que je vais au travail, je suis passionné et convaincu de faire quelque chose qui est extrêmement utile pour la société. On sent le pouls de la société, on sent qu'il y a des choses qui sont essentielles quand vous êtes notamment dans des procès où vous voyez la parole de la victime en droit pénal, la parole de l'auteur, et que vous portez la parole de la société quand vous êtes représentant du parquet. Vous avez vraiment le sentiment de servir à quelque chose. Moi, je vous parle en tant que magistrat du parquet, puisque j'ai été 5 ans substitut à Tours, donc où je dirigeais le cabinet de lutte contre la criminalité organisée à Tours, donc dans le département d'Indre-et-Loire. Et aujourd'hui, je suis toujours magistrat du parquet, mais chargé de la communication du procureur général de Paris. Très concrètement, mon travail, c'est de répondre aux médias sur les demandes qui sont liées aux affaires dans la Cour d'appel de Paris, qui est évidemment une cour d'appel immense, et puis d'aider les procureurs de la République de la Cour d'appel de Paris à gérer la communication de crise. Donc les procureurs de la République de Paris, c'est 11 procureurs, dont le procureur national antiterroriste, le procureur national financier, et puis le procureur de Paris, de Bobigny, de Créteil, etc. Donc c'est une fonction qui promet d'être passionnante. Je l'ai commencé en janvier, donc j'en suis encore à tout découvrir. Mais vous voyez que c'est un exemple que dans la magistrature, on peut varier, et on peut passer aussi au siège, donc dans toutes les fonctions du siège. Donc quand vous entrez dans la magistrature, vous savez à la fois que votre carrière ne sera sans doute pas linéaire, vous allez faire plein de métiers dans une carrière, et vous savez aussi que dans une journée, vous aurez plein de choses imprévues. Ce que je racontais tout à l'heure, c'est que quand j'étais au parquet à Tours, systématiquement j'arrivais le matin, j'avais un programme, donc j'arrivais assez tôt, et à 20 h le soir, je n'avais pas commencé ce que j'avais au programme, parce que c'est toujours l'imprévu, il faut aimer ça, il faut en avoir conscience. Après, il y a des fonctions au siège qui sont beaucoup plus prévisibles, par exemple juge, donc au civil, où là vous avez vos audiences, vous avez votre rédaction, c'est complètement différent et vous pouvez passer de l'un à l'autre dans votre carrière. Donc ça c'était pour vous dire que voilà, il y a une... c'est pas une ambiance, mais il y a une parole qui s'est libérée, qui est vraie et essentielle, mais ce que je veux vous faire passer aussi comme message, c'est que ça reste un métier où on a le sentiment d'utilité et la passion qui porte. Je pense que c'est important de le dire aussi, parce qu'on peut se poser des questions quand même quand on voit tout ça. Après, sur les 5 choses que j'avais notées en réfléchissant à ce que je pouvais vous dire en quelques minutes,
c'est que la première des choses, à mon avis, qui va vous aider, c'est la conviction. Pour préparer l'ENM, donc l'école de la magistrature, concours ou intégration, hein, on entre par les concours ou sur dossier, il faut, pour tenir, il faut être convaincu. Convaincu de vouloir être magistrate ou magistrat, et ce qui peut vous aider à être convaincu, mais ça vous le savez, ce sont les stages. Alors quand je dis ça, je ne donne pas beaucoup de solutions parce que je sais que c'est difficile d'avoir des stages, on a beau en demander, il y a beaucoup de non-réponses ou de refus. Mais ce que je vous recommande, c'est d'oser. Je disais aussi juste avant de rentrer, voilà, pouvoir d'oser. Moi, dans mon parcours, j'ai osé plein de choses. J'avais pas de réseau. Je viens de province. Je suis arrivé dans une faculté à Paris. Mais mon grand-père m'avait dit, quand j'étais en première année, travaille bien et au fur et à mesure, chaque année, si tu te démarques un petit peu, si tu as des prix, si tu entretiens ton réseau en donnant des nouvelles, en souhaitant la bonne année à tes maîtres de stage, etc., tu te créeras un réseau très noble et ben ça t'aidera à avoir d'autres stages, à devenir assistant de justice, juriste assistant, etc. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, j'ai commencé très tôt les stages, donc j'ai commencé en 3e au collège, avec là encore, pouvoir d'oser. J'ai été toqué chez une voisine que je connaissais pas vraiment, hein. Je savais qu'elle était magistrate et je lui ai demandé si je pouvais aller avec elle. Elle m'a dit oui. C'est comme ça que j'ai découvert et que je me suis projeté. Ensuite, j'ai fait un stage l'été en 2e année. J'avais demandé à un chargé de TD qui était magistrat si je pouvais l'accompagner. Il a dit oui. C'était 3 jours. C'était un premier stage. Et l'année d'après, je lui ai réécrit, j'avais pris des nouvelles, cette idée de maintenir le lien, et je lui ai demandé de faire un stage plus long, il a accepté. Et puis l'année suivante, j'avais bien travaillé, donc j'avais eu un prix, et ce prix c'était en M1 de passer 1 journée par semaine de stage à la Cour d'appel de Paris. Donc je suis rentré à la Cour d'appel de Paris, et j'ai travaillé pendant mon stage, j'ai donné satisfaction, et l'année suivante, il se trouve que le président de chambre avec lequel j'étais est entré à la Cour de cassation. Et donc, je lui ai demandé s'il y avait des postes d'assistant de justice. J'ai postulé et il m'a recommandé. Et alors, je vous dis ça, pas pour parler de moi, hein, parce qu'on s'en fiche, mais c'est plus pour vous montrer que c'est possible avec rien au départ, en osant. Et donc, ayant fait cette démarche, je suis devenu assistant de justice du premier président de la Cour de cassation. Donc, j'étais aux côtés de 2 premiers présidents de la Cour de cassation en tant qu'assistant de justice. Voilà, c'était vraiment le cheminement d'avoir donné des nouvelles, etc. Voilà, tout ça pour vous dire que quand on ose finalement en face, je vois pas très bien pourquoi on pourrait mal prendre le fait que vous osiez, encore et encore, quitte à réécrire si vous n'avez pas eu de réponse. C'est ce que je dis toujours. Moi, quand je reçois au tribunal ou à la cour maintenant des demandes de stage, d'abord j'y réponds toujours, mais on a tellement de travail qu'il se peut que ça passe à la trappe. Réécrivez, on ne vous reprochera jamais d'avoir insisté avec l'effort, bien sûr. Vous pouvez dire que vous savez qu'il y a beaucoup de travail, que sans doute que le temps n'a pas permis de répondre à votre première demande, mais que vous restez pleinement motivé, disponible dans tous les services pour venir ne serait-ce que quelques heures, quelques jours. Voilà, montrer que vous êtes totalement ouvert pour toutes les solutions. Donc ça, c'est d'abord fonder la conviction sur du très concret, parce que ce très concret, je pense que vous le savez, parce que j'arrête pas de le dire sur Destination ANM, mais le très concret, c'est vraiment ce qui va vous aider à tenir. On s'accroche à ça quand on est assistant de justice, c'est vraiment une motivation énorme pour faire face au concours. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de savoir à quoi on fait face. Il faut bien cerner le concours, si c'est le concours, parce que c'est arrivé à beaucoup d'étudiants que j'ai suivis qui commencent à travailler, finalement en ayant des idées sur ce qu'on allait attendre d'eux, en n'ayant pas forcément pris le temps de vérifier que c'était le cas, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il fallait être très fort dans tel domaine, qu'il fallait réviser telle matière, qu'il fallait être très fort dans telle épreuve. Or, en réalité, c'est pas ce qu'on attend au concours, donc c'est du temps perdu. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est bien sûr d'aller voir le programme, et ça je pense que quand même, voir les épreuves, le programme complet sur le site de l'ENM, vraiment de le décortiquer, chaque matière, chaque thème, et de vous faire un planning de révision. Alors je dis toujours qu'il soit à la fois cadré et réaliste, c'est-à-dire qu'il va vous laisser du temps libre et il doit vous permettre d'avancer. Si vous fixez un calendrier trop ambitieux, vous allez vous décevoir et vous allez perdre confiance en vous, ce qui est votre pire ennemi finalement. Donc voilà, s'informer, s'organiser pour finalement avancer utilement. Et justement, l'étape d'après, c'est d'avancer.
Vous êtes, quand vous préparez les concours ou l'intégration, dès la L1 par exemple, vous êtes face à une montagne. Donc l'idée c'est pas à pas de gravir les choses. C'est forcément impressionnant quand on regarde les programmes du concours. Moi-même, encore aujourd'hui, quand je le regarde pour aider les étudiants que j'accompagne, je me dis mais c'est vraiment très très copieux. Et finalement, quand on fait étape par étape avec le programme, on avance sereinement et il ne faut pas se laisser tétaniser finalement face à ça. Et l'étape d'après, en avançant, c'est de tenir, ça c'est le quatrième conseil. Pour tenir, il faut d'abord s'écouter. Il faut admettre qu'on n'est pas des machines, qu'on ne peut pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors je ne vous dis pas qu'il faut travailler 1 heure par jour, une fois tous les 15 jours, hein, ça ne marche pas évidemment. Mais il faut se laisser du temps pour soi, pour faire du sport, pour voir sa famille, ses proches, etc. Parce que sinon, on est en vase clos, on perd confiance, on devient un peu irrationnel, on ne voit que ce qui ne va pas. Et ça nous bloque, et c'est là où on devient complètement improductif. Donc voilà, tenir, ça implique de verbaliser. Donc quand vous avez des proches à côté de vous, c'est plus facile. Donc bien vous entourer. Si vous pouvez travailler à plusieurs, c'est vraiment un atout. Youssef Badr, souvent quand on discute ensemble, il me dit on prépare à plusieurs, on passe tout seul. Mais après, quand on se retrouve ensemble à l'ENM, on est très heureux et on y va en tant qu'amis. Ça sert à rien de jouer des coudes. Oui, c'est un concours et ça suffit pas d'avoir 10, ni 11, ni 11-7 l'année dernière. Mais en même temps, on est quand même plus fort et on a des meilleurs résultats quand on prépare à plusieurs parce qu'on peut se faire des veilles juridiques, on peut partager les fiches, on peut partager les copies. Donc ça aide. Et c'est encore plus agréable quand on a le résultat et la liste des reçus de voir les noms ensemble et de pouvoir fêter ça plutôt que d'avoir joué des coudes et d'avoir perdu éventuellement des amis. Donc voilà, je pense que pour tenir, il faut verbaliser, il faut avoir un bon soutien à côté et il faut travailler à plusieurs. Et puis après, le dernier conseil, c'est d'être fier de vous. Parce que quand on passe beaucoup de temps pour préparer des concours ou une intégration, je pense que parfois on oublie l'investissement qu'on produit et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Si voilà, vous êtes convaincu de vouloir être magistrate ou magistrat et que vous vous donnez les moyens de le faire, c'est très louable et je pense que vous pouvez en effet vous dire que vous avez le droit d'être fier de vous. Et le moment où je vous recommande d'y penser le plus, c'est quand vous passerez l'entretien avec le jury, c'est-à-dire le grand oral, où là, il faut y aller comme un entretien d'embauche avec des futurs collègues en vous disant que vous avez mérité d'être là. Il ne faut pas y aller, enfin en tout cas, j'aime pas dire il ne faut pas parce que c'est très coercitif, mais ce que je vous recommande, c'est d'y aller avec plaisir, en vous disant j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé pendant 1 an, 2 ans, je mérite d'être là parce que si je fais partie de ces admissibles, c'est que j'ai eu le niveau aux écrits, et de prendre du plaisir parce que finalement vous avez passé tellement de temps que vous méritez aussi de passer un moment agréable avec le jury. Et je vous précise, mais ça on pourra reparler si vous voulez des oraux, que souvent on a une vision du grand oral, ça s'appelle pas comme ça mais peu importe, qui est très négative par rapport à la réalité. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir des entretiens individuels avec le jury, c'est possible d'aller dans le public. Ils sont très majoritairement bienveillants, c'est pas question pour un champion, ils sont pas là pour vous mettre en difficulté, sauf si vous êtes très bon. Si vous êtes excellent, ils vont peut-être essayer de vous mettre en difficulté, mais ce sera juste à vous de tenir, c'est-à-dire de ne pas perdre les moyens. Parce que quand on est face à quelqu'un qui a beaucoup de ressources, on va essayer d'aller voir quelles sont les limites. Mais de toute façon, si vous êtes déjà très bon, même si après vous montrez vos limites, vous aurez de toute façon une très bonne note. Mais si vous faites partie des gens comme moi, qui ne sont pas des gens hors du commun d'intelligence et d'expression, d'éloquence, mais simplement des, je l'espère, honnêtes candidats, eh bien moi je vous propose d'essayer de prendre du plaisir. Voilà, donc c'était 5 choses que je voulais absolument vous dire pour introduire ça, et maintenant ce que je vous propose, c'est peut-être de plutôt répondre à vos besoins. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais... Peut-être prendre le micro de... Ah. Oui, je me demandais, en entendant, donc d'abord merci pour votre présentation très claire,
On entend beaucoup de rumeurs, en tout cas on dit autour de la magistrature, notamment sur les profils des candidats qui plaisent plus que d'autres. Je voulais demander si c'était vraiment, par exemple, il paraîtrait qu'on cherche plus d'hommes parce que la magistrature est très féminisée, ou qu'on cherche plus des profils de civilistes parce qu'il y a plus de pénalistes candidats. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une différence, notamment au niveau du grand oral, ou est-ce que c'est vraiment des rumeurs et vraiment tout le monde a sa chance à part égale? Alors, tout le monde a sa chance à part égale, dans le sens où si le jury faisait vraiment attention à ça, il y aurait 50-50% de hommes et femmes et 50-50% de civilistes pénalistes, puisqu'ils prendraient tous les civilistes sans regarder s'ils sont au niveau. En revanche, ce qui est important, c'est que le jury chaque année, et notamment dans le dernier rapport, note qu'il y a une certaine uniformisation des candidatures. Il y a énormément de candidats qui passent par des masters généralistes plutôt connotation de droit pénal. Et donc, il redit chaque année qu'il est tout à fait possible d'être admis à l'ENM et de faire valoir son parcours quand on est civiliste, bien sûr, et même quand on est publiciste, quand on est commercialiste. Voilà. Ça, il le note, et surtout aussi internationaliste. Et d'ailleurs, vous lirez le rapport, ça c'est essentiel, de lire le rapport du jury. Il n'y a presque pas une épreuve où le jury rappelle que la dimension internationale du sujet doit toujours être traitée. La Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union doivent toujours être quelque part dans le raisonnement. Donc voilà, ça peut être une plus-value de montrer que vous avez réussi les écrits, donc ça veut dire que vous êtes au niveau des matières techniques, civiles, pénales, publiques, notes de synthèse et compréhension du monde contemporain. Et au moment de l'entretien, de faire valoir que vous avez en plus un parcours différent, vous pouvez apporter des choses à la magistrature, parce que vous avez des connaissances que finalement la plupart des collègues n'auront pas. Mais en revanche, il n'y a pas de... Enfin, je pense que vraiment, entre deux candidats à un niveau différent, ils ne vont pas privilégier un homme à une femme si la femme est à un meilleur niveau, heureusement. Parce que ce qu'on veut, c'est des bons magistrats, pas des hommes ou des femmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Laurie. C'est ça. Moi j'ai une question par rapport à la fin de la scolarité à l'ENM. Des conseils pour être bien classé entre guillemets et par rapport, concrètement comment le choix de poste se passe, combien de vœux on peut faire, parce que c'est vrai que cette information j'ai du mal à la trouver sur internet. Voilà. Donc là ils sont en train de le faire en ce moment, de choisir leur poste. Donc concrètement vous êtes évalué durant votre période à l'école, enfin à la fin de votre période à l'école vous avez des examens de sortie d'école, donc l'école dure un peu plus de 9 mois. Ensuite vous avez des évaluations durant le stage juridictionnel qui lui dure 14 mois, où là vous allez être évalué en présidence de correctionnel, en réquisition à l'audience, au parquet, et en présidence d'une audience de cabinet juge aux affaires familiales. Donc bien sûr l'ENM vous forme à faire ça. C'est pas vous passez le concours et après vous avez présidé l'audience, ça ne serait pas possible. Vous êtes extrêmement bien formé. Donc ça c'est des évaluations, et ensuite, à la fin de toute la formation, donc des 31 mois, vous repassez des épreuves de fin de formation. Donc concrètement, toutes ces épreuves écrites, c'est un réquisitoire définitif, c'est un jugement civil, et il y a aussi maintenant ça doit être des cas pratiques en fin de scolarité sur... je crois que c'est à la place du réquisitoire définitif en fin de scolarité, ça doit être des cas pratiques de droit pénal. Nous, il y avait des épreuves aussi sur les enseignements qu'on avait reçus à l'ENM. Je crois qu'ils le font plus. Il y a aussi des épreuves d'anglais, mais qui notent en fait une progression. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un niveau à l'entrée à l'ENM, vous avez des cours d'anglais, et ce qu'il faut, c'est avoir progressé à la fin. Et tout ça fait que vous avez une note. Vous passez aussi devant le jury d'aptitude, c'est-à-dire qu'à la fin de l'ENM, vous avez un grand oral, où c'est pas de vous interroger sur vos connaissances, mais c'est plus sur la déontologie, sur votre parcours, etc., en tant que préparateur, en tant qu'auditeur de justice. Et tout cela fait une note, donc toutes ces notes cumulées, et une aptitude, donc il faut être apte, il faut être déclaré apte, ce qui, il y a quelques auditeurs qui parfois ne sont pas déclarés aptes, mais c'est vraiment la minorité. Donc en principe, quand vous rentrez à l'ENM, vous serez magistrate ou magistrat. Et vous avez une note qui va déterminer un classement. Ce classement, c'est de 1 à, selon le nombre de la promo, 200, je sais plus, 200 quelques.
Et la direction des services judiciaires va proposer une liste de postes, autant de postes que d'auditeurs de justice. Donc il y a 200 et quelques postes qui sont proposés. Donc là, ils ont eu leur liste mercredi soir. Et donc concrètement, c'est par exemple le substitut du procureur à Montpellier, juge des enfants à Évry, juge d'instruction à tel endroit, substitut placé, etc. Et le premier va choisir, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Le dernier n'a pas de choix. Alors, ça peut susciter beaucoup de questions, parce qu'en plus, il y a des postes en Outre-mer, Cayenne et Mamoudzou. Donc, voilà, il y a eu des situations où ça a été très compliqué, mais le ministère a permis à la personne de ne pas partir, parce qu'elle ne pouvait pas, elle n'avait plus le choix, et elle avait permis à la personne de ne pas aller, je crois que c'était à Mamoudzou. Parce qu'évidemment, c'est quand même un sacrifice différent que de partir à Brest alors qu'on habite à Montpellier. C'est quand même pas la même chose de partir à Mamoudzou. Donc voilà, mais sinon, quand vous êtes premier de la liste, vous avez 260 choix, pour prendre le chiffre 260. Quand vous êtes à la fin de la liste, vous avez moins de choix. Donc, ce qui peut créer un stress, il y a un enjeu d'être classé pour ce choix, mais ce qui est important à savoir, c'est que ce premier poste, c'est souvent 3 ans, 3-4 ans. Alors ça paraît long, mais d'abord ça passe assez vite, parce que quand on est en fonction, on est dans le mouvement et les mois et les années passent. Et puis ensuite, quand on va demander un deuxième poste, là c'est vous qui allez faire des vœux. Alors vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc par exemple, imaginons qu'en sortie d'école, vous êtes, je sais pas moi, substitut à Lyon, c'est un très beau poste, et que vous voulez absolument rejoindre, j'en sais rien, Strasbourg, vous pouvez cocher substitut de Strasbourg, juge des enfants Strasbourg, juge d'instruction Strasbourg, etc. Voilà. Et après, ça dépend des départs dans les autres juridictions. Il se peut que la première année, vous n'ayez pas. Si vous cochez des postes au parquet, il est probable que vous ayez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidatures au parquet. Parce que c'est quand même assez difficile, il y a des permanences, des rythmes de nuit, de week-end, etc. Mais il faudra peut-être attendre un tour ou 2 tours, mais après vous pouvez rejoindre une région que vous voulez. Voilà. Donc c'est vrai que le premier poste fait un petit peu peur. Moi, je m'étais mis dans la tête que j'étais originaire de Blois, c'est à côté de Tours. Et j'ai toujours dit à tout le monde, il n'y a jamais eu de poste en sortie d'école à Tours. Enfin, vraiment, en tout cas, je n'en ai jamais entendu parler. Et il se trouve que l'année où je sors de l'ENEM, il y a poste substitut. Voilà. Alors j'ai été très bien classé, mais j'étais pas premier. Et il se trouve que le premier, c'était mon colocataire, major de sortie à l'ENEM, et il était de la même région. Alors je vous laisse imaginer les soirées, on s'est dit on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. Je lui ai dit voilà, c'est toi qui choisis, c'est toi qui es premier. Il hésitait entre juge d'instruction Le Mans ou substitut Tours. S'il prenait substitut Tours, je ne pouvais pas le prendre parce qu'il y avait 40. Et pas du tout pour moi, il a vraiment fait un choix personnel, il a pris juge d'instruction Le Mans, donc tout de suite j'ai sauté sur substitut. Mais voilà, j'ai eu de la chance, ça c'est sûr. Après là vous voyez, j'ai fait un sacrifice, entre guillemets, parce que je suis parti à Paris, alors je ne suis pas du tout de Paris, mais parce que le poste dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un poste extrêmement enrichissant en termes d'expérience. Donc voilà, en termes de vie de famille, il y a des choses à anticiper sur les concessions à faire sur le lieu au-delà de la disponibilité. Voilà. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gabriel, n'hésite pas à me faire signe, parce que je peux vous parler des heures. Alors, qui aurait d'autres questions? Oui? Pas de micro, désolé, j'ai fait ça. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est par rapport au Master 2. En fait, est-ce que, parce que je sais que, il me semble avoir vu que beaucoup d'auditeurs de justice sont passés par un Master 2. Mais comme il n'est pas obligé, est-ce que vraiment vous recommandez de faire un Master 2 ou pas? Alors, donc dans les statistiques, je crois que c'est 80 et quelques % qui sont au moins passés par Master 2. Donc, alors, en fait, il y a ce qui est possible et le principe de réalité. Dans les faits, il y a beaucoup de personnes qui font un Master 2. Je pense que le Master 2, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça m'a donné de la hauteur sur les matières que j'avais révisées pendant les 4 premières années. Moi j'ai fait droit privé général,
Paris 2, et c'était un très bon Master 2, où on a vraiment, j'ai fait un mémoire, on a pris de la hauteur sur les sujets, on a essayé de trouver les grandes problématiques contemporaines, etc. Et forcément pour les dissertations, moi à l'époque il n'y avait pas le choix, en plus c'était dissertation civile, dissertation pénale, cas pratique civile, cas pratique pénale. Donc ça m'a donné vraiment beaucoup de grains à moudre. Voilà. Mais il y a des gens, d'ailleurs j'ai une très bonne collègue, celle qui fait c'est Chronique d'une élève magistrate, Camille Chat, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce livre. De mémoire, elle a passé après le master 1. Elle l'avait dit quand on avait fait un live ensemble. Donc c'est tout à fait possible, ça dépend de chacun, ça dépend où vous en êtes, ça dépend de votre capacité à prendre de la hauteur sur master 2. Et le jury ne sanctionnera absolument pas le fait que vous n'ayez pas de master 2, puisque vous aurez démontré, après avoir réussi les écrits, que vous avez le niveau juridique. Au-delà, après, voir les matières techniques pour les oraux, et puis préparer le grand oral. Donc ça dépend de vous, en fait. La maturité, la hauteur de vue. Donc c'est pas impossible. Après, je pense que ça aide quand même de revoir des matières, de faire un mémoire ou un stage. Oui. Est-ce que pour les masters, vous conseillez plutôt un master professionnalisant ou de recherche? Enfin, c'est quoi qui est le plus optimal? Alors, j'ai envie de dire, naturellement, les masters professionnels vont... Alors, sauf si c'est vraiment professionnel au sens d'avoir un stage en juridiction, mais c'est pas vraiment ça, les masters professionnels. Donc ça va prendre du temps sur la révision, si vous êtes en entreprise, etc. Mais si après vous prenez l'année pour vous préparer, ça vous donnera une expérience que vous pourrez valoriser face au jury. Donc encore une fois, il n'y a pas de parcours type, et c'est ce que dit le jury chaque année. C'est sûr que la voie à laquelle on pense et qui est naturelle et qui dans les faits est celle de beaucoup de candidats, c'est les masters généralistes avec recherche, un mémoire. D'ailleurs le jury demande, ça il faut absolument préparer cette question. Si vous avez fait un mémoire, sur quel sujet, qu'est-ce que vous avez cerné comme problématique, quels sont les angles que vous avez développés, quelles sont les solutions que vous préconiseriez, surtout est-ce qu'il y a eu des évolutions jurisprudentielles ou législatives depuis que vous avez écrit votre mémoire. Il faut toujours continuer à chercher. Très important, parce que le jury ne manquera pas de vous dire comment ça, vous avez arrêté de vous intéresser à votre sujet. Moi j'avais fait un mémoire sur la responsabilité de la SNCF en cas d'accident et de retard de voyageurs avec Denis Maslow, et donc j'avais suivi toute une évolution après législative, et j'avais continué à suivre le sujet, il ne s'est pas manqué de m'interroger là-dessus. Voilà. Donc il n'y a pas de bon master, c'est l'un ou l'autre. Naturellement, la recherche va vous aider à prendre de la hauteur, mais la professionnalisation va vous aider aussi à être dans du concret. Vous pourrez dire au jury, voilà, j'ai vu ce que c'était que d'être juriste d'entreprise, ça ne me convient pas, je ne m'y projette pas, je suis capable de dire aujourd'hui que là où je me projette, c'est quand je suis à côté d'un JLD, quand je suis à côté d'un juge des enfants, d'un juge d'instruction, d'un parquetier. Oui. Bonjour, en fait j'avais une question sur la prépa talent du coup. J'ai en train de ma candidature et j'ai vu que sur les 6 reçus issus de la prépa talent, 4 faisaient partie en fait de la prépa de Bordeaux. Et du coup ça m'a posé des questions, je me suis demandé s'il y avait des différences entre les 5 prépas, notamment sur l'expérience en fait, des profs, notamment de Orléans et Lyon qui ont ouvert du coup que l'année dernière. Alors je crois que c'est en évolution les classes prépa talent, c'est-à-dire que regarder ce qui a été avant ne va pas forcément vous donner une juste vision de ce qui va être fait parce que ça évolue. Je pense que les choix qui sont faits, moi on m'avait proposé d'enseigner à la prépa talent Orléans avant que je parte de Tours. Donc je ne sais pas si vous auriez eu confiance dans mes cours, mais vous voyez, ils demandent à des magistrats, à des professeurs qu'ils estiment pouvoir donner des conseils utiles. Donc moi j'aurais confiance, peu importe si c'est Bordeaux. Dans les faits, est-ce que le fait d'être à l'ENM Bordeaux a aidé les candidats à se projeter? Ils ont peut-être eu les conseils des auditeurs, je ne sais pas. Mais il y aura des reçus dans toutes les classes prépa talent au fur et à mesure des années, ça va gagner en puissance. Donc, selon le lieu où vous êtes, vous pouvez tout à fait choisir une classe prépa talent de votre secteur. Je ne sais pas si vous êtes Orléans. Voilà, ça sera très bien. J'irai parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, c'est le moment où l'intervenant dit non, j'ai été tellement complet. C'est toujours ce qui se passe.
Oui, je me demandais si c'était possible techniquement et recommandé de passer le deuxième concours en la même année que de tenter l'intégration avec 18.1. Voilà. Oui, vous pouvez le faire. Et vous aurez même à choisir parfois, parce qu'il y en a qui sont pris aux deux. Moi, dans mon année, il y en a un qui avait eu les deux. Et heureusement, il avait choisi 18.1, parce que ça laissait une place au concours à un autre reçu. Mais il y avait un enjeu, c'était pas naturel de faire ce choix, il s'était sacrifié en faisant ce choix pour laisser une place, on sait plus pourquoi. Alors que la scolarité est la même. Voilà, donc oui, on peut tout à fait passer les deux, et il n'y a pas de honte à avoir face ni au jury du concours, ni à la commission d'avancement. Au contraire, c'est très logique, si vous avez les deux voies qui sont ouvertes, vous montrez tout votre investissement, vous pouvez honnêtement dire oui, je passe les deux. Celui qui ne le ferait pas, c'est... Enfin, celui qui passe que l'intégration, à la limite, on pourrait se dire, oh, il n'a peut-être pas le cran de passer le concours, vous voyez, donc, même si c'est très bien de passer l'intégration. Donc oui, vous avez compris, il y a des voies d'accès concours, et puis vous pouvez aussi être recruté sur dossier, et c'est des recrutements extrêmement riches. Quand vous êtes recruté sur dossier, soit vous êtes recruté pour faire la formation longue de 31 mois, c'est-à-dire la même que celle ceux qui sont issus du concours premier, deuxième, troisième, ou vous pouvez être recruté sur titre pour une formation très courte d'1 mois, donc ça c'est d'autres voies d'accès. À choisir, alors si vous avez le temps de vous y consacrer, c'est quand même utile sans doute d'avoir la formation longue, parce que la formation longue à l'ENM, tout à l'heure je n'avais pas fini d'expliquer, mais il y a la période de 9 mois à l'ENM, il y a les 14 mois en stage, il y a les 3 mois en stage avocat, il y a ensuite X mois, 4 mois je crois, vous êtes en établissement pénitentiaire où vous êtes surveillant pénitentiaire pendant 2 semaines, c'est très important de voir ça. Vous êtes en études d'huissier, vous êtes auprès du SPIC, auprès de la PJJ, enfin, tout ça c'est très très riche. Et vous arrivez en juridiction très bien formé. Quand vous êtes issu des voies courtes, il faut vraiment que vous ayez déjà le bagage pour être prêt. Donc c'est peut-être parfois plus difficile, mais il y a des excellents recrutés en phase courte. Est-ce qu'il y a un âge minimum justement pour cette formation courte d'1 an? Oui, c'est dans le livre ça. Parce que vous allez voir, je vais vous dire une bêtise, je sais que pour rentrer au premier grade ça doit être 50 ans, et pour rentrer au second grade, le second, vous savez, vous avez une hiérarchie dans la magistrature, vous gravissez les échelons au fur et à mesure. Je vais vous dire une bêtise, est-ce que c'est 40 ans? Je ne sais pas si quelqu'un a dit. Je connais pas par cœur les âges. Enfin, si, plus. Pas les voies que j'ai pas du tout passées. C'est quelle page? Il y a un index très très bien fait, qui a passé beaucoup d'heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, dans l'ordre que vous voulez. Florine, est-ce que... Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'une prépa talent, tout simplement? Alors, la prépa talent, c'est une classe préparatoire qui est proposée par l'École nationale de la magistrature, que vous allez pouvoir intégrer sous réserve. Alors, pour être sélectionné, il y a la condition sociale, c'est-à-dire qu'il privilégie des candidats qui ont des situations qui correspondent à une situation où vous pouvez être boursier. Donc on regarde vos revenus à vous, les revenus de votre famille, on regarde aussi votre mérite, toutes les expériences que vous avez pu avoir, votre parcours, les résultats que vous avez eus. Donc il y a une commission qui sélectionne sur dossier avec votre lettre de motivation, ensuite il y a un entretien oral à passer. Là c'est jusqu'au 1er avril que les candidatures sont ouvertes et ensuite l'oral ce sera début juillet. Et une fois que vous rentrez, donc vous intégrez des classes où il y a un nombre maximum d'étudiants, très petit, et il y a 5 classes en France. Donc là, il y a Paris, Bordeaux, Lyon, Orléans et Douai. Et vous intégrez donc des classes taille très réduite. Vous avez des cours, professeurs et magistrats, du tutorat, du soutien, des entraînements. Vous avez les codes qui sont fournis, vous avez des sorties culturelles, le travail en groupe. Et en plus, c'est ça qui est très important, c'est que vous avez une meilleure sérénité financière puisque vous touchez et votre bourse et une prime de 4 000 € pour financer votre année de préparation. Et en plus, à la fin maintenant, vous avez un diplôme
un diplôme universitaire, fourni par l'ENM qui certifie que vous avez un certain niveau, puisque vous l'avez si vous avez 10 de moyenne dans cette année de préparation. Donc c'est une classe égalité des chances, en fait, qui s'appelle maintenant la prépa talent ENM, et qui évolue vers vraiment quelque chose, je crois, de très bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur votre expérience que vous nous avez parlé tout à l'heure, et notamment sur vos stages que vous avez fait il y a quelques jours. Est-ce que vous avez été conventionné pour ces stages? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quand même mettre en avant devant divers jurys, et notamment les jurys de la prépa talent? Ah oui, alors moi, à l'époque, enfin, c'était pas depuis 30 ans, mais dans les premiers stages, c'était pas conventionné. C'était 3 jours, tribunal correctionnel, j'étais à côté du juge unique et j'allais avec lui en délibéré, c'était pas conventionné, je ne dirais pas son nom. En revanche, après, oui, le stage un jour par semaine à la Cour d'appel de Paris, c'était conventionné avec la faculté, etc. Mais moi, j'ai parlé de tous mes stages aujourd'hui, même si c'était pas conventionné, d'ailleurs, ils ne le savent pas. Voilà. J'ai eu beaucoup de demandes avec destination NM. Pour les candidats qui étaient admissibles l'année dernière, qui n'avaient jamais pu faire le stage, j'en ai accueilli à Tours pendant 2-3 jours. Ils venaient de France entière. Ils venaient avec moi à la permanence. On n'a pas fait 3 mois sur le stage, c'était 2-3 jours à la permanence. Je leur disais, bon, est-ce que tu prêtes serment devant moi de ne pas dire à quelqu'un que... Donc on peut en parler tant qu'on ne cite pas de nom, concrètement. Oui, et puis en plus, franchement, il y a une certaine souplesse si c'est vraiment quelques jours. C'est quand même très lourd d'aller faire signer, mais le mieux c'est de le faire parce qu'il y a quand même un cadre protecteur au niveau d'assurance, etc. Mais sinon, si c'est possible, notamment avec des professeurs que vous auriez eu, etc., qui vous prennent une journée d'information. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous n'avez juste des questions? Non? Oui? Est-ce que vous prévoyez des rééditions de votre livre ou pas? Oui, elle est en cours. Comment on dit, la teasing, c'est ça? Oui, il y aura des ajouts, il y aura des actualisations évidemment, donc ça sera sans doute à la rentrée. Vous ne voulez pas être journaliste, hein, parce que vous posez des questions, il y a, dans un climat social tendu, est-ce que votre livre va être édité? On dirait que je vous ai presque demandé de poser des questions. Oui, c'est en cours. J'essaie de travailler pour que ce soit encore plus complet. Et encore une fois, j'en parle librement. On est bon au niveau de on a encore du temps, quoi. 3 minutes? Oula! 3 questions. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? On est bon. Alors, vous reveniez sur votre oral qu'on vous a demandé. Est-ce que vous pouvez nous indiquer le sujet de votre oral et la façon dont vous l'avez traité? Alors, c'était faut-il supprimer le baccalauréat? Alors, un conseil, quand vous avez un sujet comme ça, qui est quand même un peu un sujet pilier de comptoir, où vous pouvez dire un peu n'importe quoi, comme si vous parliez à un ami, il faut prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'il faut réussir dans un sujet très, pas bateau, mais sociétal, réussir à ramener à des grands principes, des grandes valeurs sociales, etc. Alors, dire ce que je dis, je ne me souviens plus. En revanche, je me souviens très bien des questions. Après, on m'a dit qui a inventé le baccalauréat, combien coûte le baccalauréat chaque année, quel était le taux de réussite au baccalauréat, etc. Alors, qui était? J'avais une idée, Napoléon. Le coup, je l'avais pas. Donc, voilà. Alors, une suggestion, quand je ne savais pas, il ne faut pas bluffer, hein, il faut dire, il faut réfléchir. Donc, j'ai dit, bon, évidemment, si le sujet expose, c'est que ça coûte des sommes importantes, des dizaines de millions d'euros. Bon, c'était 100 millions d'euros à peu près par an. Donc, on ne pas du tout reprocher de ne pas avoir eu un truc juste. Et puis, le taux, j'avais lu les taux pour le coup. Ça, c'est quand même un sujet de société, de savoir les résultats du baccalauréat, etc. Donc, ça me permet de vous dire qu'il faut suivre l'actualité. J'essaie de vous relayer des actualités tous les jours, de moi ce que j'aurais mis dans les classeurs, etc. Voilà, c'est des sujets qui ne sont pas forcément très compliqués. Parfois, il y a des sujets compliqués, mais encore une fois, la jury l'a indiqué d'ailleurs dans son rapport. C'est absolument pas parce que vous n'êtes pas savante ou savant sur le sujet que vous n'allez pas avoir une bonne note. Vous pouvez ignorer des détails qui sont importants, mais voilà, on n'est pas bon partout.
Mais si vous savez d'abord faire face à la difficulté, c'est-à-dire ne pas mettre sur le tapis et dire que vous ne connaissez pas tout le sujet, mais que vous êtes capable de réfléchir, de problématiser, de proposer des choses, et ensuite de répondre à d'autres choses, c'est pas du tout rédhibitoire. Voilà. Il y a parfois des questions qui sont très surprenantes. Il y avait l'art-pompier, il y avait à l'époque le Qatar, mais on n'en parlait pas du tout autant, voilà, des choses comme ça. Je me souviens de collègues aujourd'hui qui ont mal dans l'oral parce qu'ils ne savaient pas dire grand-chose sur l'art-pompier, parce que quelqu'un sait ce que c'est que l'art-pompier. Mais voilà, quand vous savez réfléchir, rebondir sur les questions du jury, parce qu'après ils vous posent des questions pour vous aider, ils voient que vous avez le droit d'ignorer quelque chose aussi précis, et j'ai envie de dire, dans un jury, les trois quarts, ça se trouve, ignoraient ce qu'était l'art-pompier avant que l'autre explique ce que c'était. Donc voilà, il n'y a pas de sujet rédhibitoire, sauf que le jury rappelle quand même que vous êtes censé connaître ce qu'un bachelier connaît. C'est-à-dire qu'il faut quand même être bien à jour du programme d'histoire, géo, économie, philosophie du baccalauréat. Parce que ça, ils vous reprocheront de ne pas avoir les bases, puisque vous avez passé le baccalauréat, vous avez eu le bac, qui peut s'en souvenir. Mais après, des connaissances très techniques, c'est plutôt la manière dont vous allez vous exprimer, argumenter, etc. D'ailleurs, dans le livre, j'explique que c'est peut-être mieux, quand on a la réponse, de ne pas la donner de but en blanc, mais de réfléchir face au jury, parce que vous montrez que vous savez réfléchir, vous occupez du temps de l'oral, donc c'est des stratégies aussi. On doit arrêter. Bon, on va arrêter, ça vous va? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y a peut-être des questions que je ne vous ai pas trop posées, ou auxquelles vous n'avez pas pensé. Vous pouvez bien sûr m'écrire. N'hésitez pas à me dire, c'est ce que je vais dire certains. On s'est vu à la Jurist Day, comme ça j'essaierai de répondre en premier. Voilà, c'est un plaisir de parler avec vous, et surtout, le message, c'est ça vaut le coup. Voilà.